pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture et vous connaissez la chanson maintenant. Comme d'habitude, j'ai 4 romans à vous présenter et dans ces 4 romans, il y a du bon et pour le coup du moins bon. Bref, on y va, on commence. Je commence du coup par le second tome de Psy Changeling, donc Vision torride de Nalini Singh, publié aux éditions Milady. Nalini Singh est une auteure que j'aime énormément, notamment pour ces 2 sagas, donc de Psy Changeling ici présente et Chasseuse de vampires qui se trouvent dans ma bibliothèque. Alors j'aime énormément ces 2 sagas parce que je trouve que l'auteur a réussi à trouver un équilibre entre la romance qui est assez torride à chaque fois, donc assez chaude, les univers qu'elle va créer et les intrigues qu'elle développe dans ses romans. Je trouve qu'elle a réussi à trouver un très bon équilibre et je surkiffe également les univers qu'elle crée parce que ce sont des univers qui sont extrêmement fouillés, extrêmement bien travaillés et j'ai pas l'impression que tout va trop vite, qu'on nous balorde tout dans la tronche en une seule fois, que la romance, paf, tout de suite, en 10 pages, c'est bon, c'est fait. Non, je trouve qu'il y a vraiment un très bon équilibre entre tout ça. Et j'ai découvert donc Psy Changeling avant Chasseuse de vampires. Psy Changeling, il faut savoir que j'ai lu les 6 premiers tomes en format électronique il y a plusieurs années de ça déjà, que je m'étais arrêtée au 6e tome et je sais pas pourquoi, voilà. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre la saga mais en format papier puisque à présent, je suis plus tablée quand même sur le format papier que sur le format électronique. Donc je me procure les tomes petit à petit et je les relis donc évidemment petit à petit. Même si ça prend le temps, hein, puisque là je n'ai relu que le 2e tome, alors que j'ai déjà lu le 1er tome l'année dernière, il me semble. Bref, dans cet univers, on est donc dans un univers, on va dire, qui s'est développé de façon parallèle au nôtre. C'est du 21e siècle, c'est un peu le nôtre sans être le nôtre, puisque l'espèce humaine, on va dire qu'elle s'est développée en 3 espèces différentes. Il y a donc les humains tout à fait normaux comme vous et comme moi. Il y a également ce qu'on appelle les métamorphes, donc il y a plusieurs types de métamorphes, il y a aussi bien des prédateurs que des proies, et donc ici on va notamment suivre 2 types de prédateurs dans leur généralité. On va suivre tout ce qui est fauve, donc léopard, jaguar, panthère, à savoir que les jaguars et les panthères c'est la même espèce, et également des loups. Donc ces 2 espèces-là, enfin ces 2 types de métamorphes-là ont créé une alliance. Et on a la 3e espèce qui est l'espèce psy, hein, on va dire ça, qui sont en fait des humains qui ont développé des capacités mentales plus ou moins puissantes, plus ou moins dangereuses, qui ont des conséquences plus ou moins lourdes sur le monde qui les entoure ou sur eux-mêmes. Et ce que je préfère le plus dans cet univers, c'est clairement les psys. Alors, pas les personnages en eux-mêmes, pas forcément les personnages en eux-mêmes, mais le monde psy que l'auteur a créé. Alors, dans ce second tome, on va suivre Vaughn, qui est une sentinelle, donc c'est un jaguar, et les sentinelles sont un peu le bras armé du chef de la meute, puisque dans le 1er tome, on rencontrait Lucas, qui est le chef de meute, donc le léopard en chef, hein, le big chef, voilà, c'est le chef de la communauté des léopards, et donc Vaughn est une des sentinelles, donc il fait partie du bras armé, vraiment des bras armés de Lucas, donc du chef. Vaughn, lui, n'est pas un léopard, c'est un jaguar. C'est un jaguar. Et Vaughn est plus ou moins solitaire. C'est un personnage qui n'est pas très loquace non plus. Et Vaughn part souvent en vadrouille, donc évidemment sur les territoires pour éviter qu'il y ait des intrus. Il est là aussi pour, on va dire, cadrer les jeunes, qui ce soit des loups ou des léopards. Il est là vraiment pour les cadrer, enfin il les cadre hein, parce que voilà, les jeunes sont des jeunes finalement, peu importe l'espèce, ils font des conneries, hein, tout simplement. Et donc un jour, au gré de ses vadrouilles, il va tomber sur une structure fermée, protégée, qui est en fait une maison où vit Faith Nightstar. Donc Faith Nightstar est une psy spécialisée dans la lecture de l'avenir. Si vous voulez, elle est capable de lire l'avenir et donc elle en a fait un business. Enfin, elle en a fait un business. Sa famille en a fait un business, sauf que ces psys, puisqu'on les appelle ces psys, eux sont isolés très jeunes dans leur vie. Je crois qu'elle a été isolée, si je me souviens bien, vers ses 3 ans. Elle a commencé à être isolée vers ses 3 ans et formée vers ses 3 ans. Et depuis, elle n'a plus eu de contact physique avec personne. Alors, contact, oui, elle peut parler à quelqu'un en face d'elle, mais la personne ne peut pas la toucher. Elle n'a jamais été câlinée, on ne l'a jamais pris dans ses bras, on ne l'a jamais embrassée, on ne lui a jamais touché à la peau. Et effectivement, le problème, c'est que quand elle va rencontrer
Vaughn. Vaughn qui est lui très tactile puisque les léopards et les métamorphes en général sont extrêmement tactiles. Eux, ils ont vraiment ce besoin de réconfort, par exemple en le prenant dans les bras, en dormant en boule ensemble, en se touchant, en se caressant, voilà, en s'embrassant, en se faisant des câlins. Ils ont vraiment ce fait de tactile vraiment, et forcément Faith qui n'a pas l'habitude, bah elle, son cerveau court-circuite, voilà, il court-circuite totalement, elle bug et elle tombe dans les pommes. Faith, un jour, va décider de quitter l'endroit où elle vit isolée depuis toujours pour rencontrer la compagne de Lucas qui a donc fui le net, je vous en dis pas plus là-dessus, pour vivre avec Lucas, et elle a besoin de réponses et elle est persuadée que du coup la compagne de Lucas pourra lui donner. C'est là qu'il y a vraiment une vraie rencontre entre Faith et du coup Vaughn. Faith va avoir besoin de réponses parce qu'il lui arrive des choses absolument pas normales, qui lui paraissent de plus en plus sombres, dangereuses, et elle est persuadée qu'il va arriver quelque chose. Voilà, elle est persuadée, elle ne le voit pas, mais elle le ressent, il va arriver quelque chose d'horrible, et elle sait pas quoi faire. C'est pour ça qu'elle veut aller voir donc la compagne de Lucas. Je vous en dis pas plus là-dessus, parce que je vous en ai déjà dit pas mal. Alors, j'ai beaucoup aimé ce second tome. Avec le premier tome, c'est l'un des tomes que je préfère jusqu'au 6e tome où je me suis arrêtée. C'est vraiment, ces deux premiers tomes, je les ai vraiment beaucoup aimés, parce que j'ai adoré la relation qu'il va avoir entre Faith déjà et Vaughn, qui ont deux, finalement, caractères extrêmement opposés. L'une qui vit isolée depuis tellement longtemps que le simple fait d'être touchée lui court-circuite littéralement, elle bug, voilà, elle tombe dans les pommes, elle le supporte pas, et Vaughn qui lui la force finalement à être touchée pour la rendre, on va dire, plus forte, et pour qu'elle petit à petit supporte de plus en plus le fait d'être touchée, parce que pour Vaughn, ce n'est pas normal qu'un être humain puisse vivre, ne serait-ce que de toute sa vie, si isolé. C'est pas normal pour Vaughn, sans compter qu'il est extrêmement attiré par cette femme, même s'il ne lui fait pas confiance, parce que les psys, on peut pas leur faire confiance. Voilà. En parallèle, il y a cette espèce de chose très dangereuse dont Faith a l'intuition, qui va peu à peu prendre en consistance, peu à peu prendre en épaisseur, mais tout en restant extrêmement vague, extrêmement flou, et j'ai trouvé que c'était tellement bien fait, puisque cette espèce de danger, cette espèce de chose qu'elle ressent va finalement prendre le pas sur elle et va prendre son corps. Voilà, va entre guillemets, c'est un peu comme une possession, si vous voulez, c'est un peu comme une possession démoniaque, vous voyez le truc. Je trouvais que c'était tellement bien fait, parce que du coup, cette espèce de chose extrêmement dangereuse va rester très 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 longtemps vague et floue, et on va se poser la question, qui sait, qu'est-ce qui se passe et tout, et j'ai trouvé que c'était très très bien foutu. En parallèle, on a encore également tout ce qui est politique, jeu de pouvoir avec les psys, qui vont avoir un impact finalement sur le second tome et sur évidemment les tomes suivants. Et encore une fois, j'ai adoré puisque l'auteur va nous développer du coup un peu plus le monde des psys, et comme je vous ai dit, moi le monde des psys c'est vraiment le point fort pour moi de cette saga. Là, les ramifications vont peu à peu se mettre en place, puisqu'il y a des psys dans ce pays-là, mais dans d'autres pays qui ont un impact ici. Franchement, le monde des psys, il est trop génial. Il y a des catégories de psys, il y a une espèce de ce qu'on appelle le psynet. Je vous laisse découvrir ce qu'est le psynet. C'est franchement trop méga génial. Voilà, le monde des psys pour moi, c'est le point vraiment puissant de ce roman, de cette saga, c'est tout ce qui concerne les psys, même si évidemment j'ai adoré les personnages, mis à part cet univers de psy, j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré le développement de la romance, le développement des personnages, l'évolution que Faith va avoir tout au long de ce tome, également l'évolution de Vaughn qui lui va finalement peu à peu s'ouvrir un peu plus au monde, s'ouvrir un peu plus aux autres au final, et peut-être se laisser un peu plus, voilà. Dans l'ensemble, j'ai adoré ce tome. Voilà. Je continue par ce roman, il s'agit de Boys Don't Cry de Mallory Blackman, publié chez Nathan, donc dans leur chez Milan, pardon. Chez Milan, dans leur collection, je sais pas quoi, je sais pas, on s'en fout. Voilà, c'est publié chez Milan. Boys Don't Cry est écrit par l'auteur de Entre Chien et Loup, dont le 4e tome est sorti en fin d'année dernière, il me semble. J'ai pas encore lu cette saga. Je suis plutôt intéressée, même si ça fait pas partie de mes priorités.
Mais autant vous dire que Boys Don't Cry, j'ai surkiffé ce roman. J'ai hésité à vous faire une vidéo j'ai lu et parler uniquement de ce roman, sauf que c'est un roman qui commence à dater puisqu'il est de 2013 il me semble. Donc ça commence à faire loin. À ce moment-là, j'avais pas de chaîne Booktube, puisque moi je l'ai ouverte en 2016. Et je ne sais pas si au moment de sa première sortie, enfin de sa sortie puisqu'il est sorti qu'une fois en France, c'est un livre dont on avait beaucoup parlé et du coup j'ai pas osé faire une vidéo, j'ai lu. Mais autant vous dire que ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Alors, ce que je sais, c'est que l'auteur avait prévu à la base d'écrire un second tome. Sauf que apparemment il n'est jamais sorti. Je l'ai pas vu en VO, je l'ai pas vu en VF et je sais pas si un jour il sortirait. Parce que je crois qu'elle avait prévu ça en 2014. Vous voyez, ça commence à faire loin, hein, 2014. On est d'accord, on est en 2021. Donc j'y crois plus trop. Mais je trouve ça très dommage parce que vu de ce que l'auteur avait prévu pour le tome 2, c'est pareil, je crois que j'aurais adoré le tome 2 comme j'ai beaucoup aimé le tome 1. Bref, pour parler de l'histoire, ici on suit Dante. Dante vit avec son père et son petit frère, il a 17 ans, il vient de passer le bac, et il a programmé tout son avenir, le gamin. Voilà, l'ado, il a prévu tout ce qu'il allait faire dans l'avenir. Il allait aller à telle école, il allait faire telle carrière, il allait travailler là, il allait faire ci, il allait faire ça, et il envisagerait peut-être des gamins à une trentaine d'années. Sauf que manque de bol, son ex-petite amie se pointe un jour avec un bébé, qui s'appelle Emma et lui dit c'est ta fille et lui laisse littéralement le bébé dans les bras avant de fuir. Voilà. Autant vous dire que Dante, c'était pas prévu au programme, hein, clairement, d'avoir un bébé de quelques mois dans les bras et qui ne savait même pas qu'il était père, quoi. Donc autant vous dire que ça va chambouler toute sa vie, mais pas que. Alors je ne vous en dis pas plus parce que franchement, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus dans ce roman. Il faut vraiment le découvrir parce qu'il est bourré d'émotions et en même temps, il est très bien fait. Il tombe pas dans le pathos et j'ai adoré parce que finalement, on va pas suivre seulement Dante et sa petite fille Emma. On va suivre également son père, sa tante et son petit frère. En fait, c'est plus une histoire de famille qu'une histoire d'un papa de 17 ans qui se retrouve avec un bébé sur les bras avec lequel il va devoir s'adapter. Voilà, c'est plus que ça. C'est vraiment une histoire de famille. Emma, finalement, ne va pas chambouler que la vie de Dante. Elle va chambouler, finalement, toute la famille. Et peu à peu, on comprend que cette famille est plus ou moins en conflit, si vous voulez. Depuis la mort de la mère de Dante des années plus tôt, cette famille s'est brisée et elle n'a jamais réussi réellement à se reconstruire. Et ils n'arrivent plus à communiquer ensemble, que ce soit Dante et son père, Dante et son petit frère, le petit frère et finalement le papa et la tante, ils n'arrivent plus à communiquer ensemble. Et cette petite Emma, finalement, va être ce déclic, va être cette personne, ce petit bout de chou tellement innocent qui n'a rien demandé à personne, va être le lien qui va finalement resserrer cette famille, finalement leur apprendre à recommuniquer ensemble. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit, extrêmement bien fait, extrêmement bien amené, c'est bourré d'émotions, parce que on a aussi Dante qui, il a 17 ans, il se retrouve avec un bébé sur les bras, il n'a même pas eu le temps de se faire à l'idée qu'il avait un bébé, il se retrouve avec un bébé sur les bras, un bébé qu'il ne connaît pas. Le bébé ne le connaît pas non plus, donc évidemment c'est un chamboulement pour tous les deux. Lui, il a du mal à réaliser, il se dit non, c'est pas possible, sa mère va revenir, elle va pas abandonner son bébé, elle va le reprendre, moi je vais pouvoir reprendre ma vie, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et son père lui dit, il faut que tu prennes tes responsabilités, cet enfant, que tu le veuilles ou non, elle est là, et il va falloir que tu t'en occupes. Tu ne peux pas l'abandonner, tu dois réfléchir avant de prendre cette décision. Il y a également tout ce côté administratif qu'il faut mettre en place, parce que finalement lui il n'a pas été déclaré comme père, il faut l'inscrire à la crèche, il faut lui acheter tout ce dont un bébé a besoin. Il y a tout ça qui va prendre une ampleur assez phénoménale, qui vont finalement vraiment bouleverser Dante, et pourtant Dante en quelques semaines va littéralement prendre ses responsabilités à bras le corps. Il va changer d'avis grâce à Emma, parce que Emma est
c'est un bout de chou adorable, c'est un bout de chou adorable. Elle va vraiment permettre à Dante, permettre à cette famille brisée, à cette famille dont les liens se sont déchirés, à vraiment se renouer avec toute l'innocence du monde. Et j'ai trouvé que c'était tellement beau, j'ai trouvé ça tellement touchant, parce qu'en parallèle, on va quand même toucher des sujets qui sont assez difficiles, notamment on va parler d'homophobie, on va parler d'acceptation de soi, on va parler de responsabilité, on va parler de cette vie qui finalement n'est jamais ce qu'on attend. La vie, on ne peut jamais la programmer. Voilà, il y a toujours des choses qui vous tombent dessus, à laquelle vous ne vous attendiez pas, et malheureusement, plus ou moins bonnes, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Et j'ai trouvé que l'auteur amenait tous ces sujets, mais avec justesse, avec délicatesse, et j'ai trouvé ce roman extrêmement beau. Donc franchement, je vous le conseille pour tous les âges, il se lit tout seul, le style est extrêmement fluide, c'est très court, voilà, les marges sont très très larges, et franchement, il est génial, et j'espère malgré tout qu'un jour, l'auteur sortira le tome 2, parce que franchement, vu ce qu'elle avait prévu pour le tome 2, ça m'aurait, je pense, autant touché que ce tome 1. Je continue par le tome 2 de Journal d'un assassin, donc Schéma artificiel de Martha Wells, publié chez La Talente. Alors, cette saga sera sujet à une vidéo J'ai lu, parce que je pense qu'elle mérite vraiment une vidéo à elle toute seule. Alors, je vais vous continuer de faire des points lecture pour cette saga, parce que bon, j'ai commencé avec le tome 1, et le temps que je termine jusqu'au tome 5, je pense quand même qu'il y a plusieurs mois qui vont s'écouler, et je vais pas attendre plusieurs mois d'avoir lu toute la saga, je pense, pour vous faire une vidéo unique sur cette saga. Je vais vous faire des points lecture habituels, sans trop vous en dire non plus, parce que voilà, ça reste encore assez court jusqu'au tome 4. Et une fois que j'aurai lu le tome 5, qui lui est un roman, je vous ferai vraiment une vidéo sur ce sujet-là, parce que cette saga le mérite amplement. Bref, ici, on est dans de la SF pure et dure, space opéra, tout ce que vous voulez, androïdes, cargo qui se balade dans l'espace. Bref, dans le premier tome, on découvrait une unité de sécurité, donc qui sont nommés assassins. Ce ne sont pas des assassins, hein, comme on a l'impression quand on lit le titre, ce sont vraiment des unités de sécurité qui appartiennent à une société, et il y a des clients qui vont louer ces machines pour la sécurité, donc la sécurité de personnes, la sécurité d'objets, la sécurité d'entreprise, pour tout un tas de choses. Et donc dans le premier tome, on découvre cette unité de sécurité qui va être louée pour protéger des scientifiques sur une planète isolée dont ils doivent faire des prélèvements. Malheureusement, dans le tome 1, on va essayer de tuer ces scientifiques, et donc notre unité de sécurité va forcément les protéger. Ce qu'il faut savoir avec cette unité de sécurité, c'est qu'elle s'est affranchie de son protocole et d'une partie de son programme. Ce qui fait qu'elle ne se contente pas seulement d'obéir aux ordres, elle est capable de prendre ses propres décisions et de choisir oui ou non, par exemple, si elle veut faire ça ou si. Elle peut dire non à un ordre, voilà, alors que normalement elle n'est pas censée dire non à un ordre. Elle peut dire non. Donc dans ce tome 2, on continue de la suivre dans ses aventures, et dans ce tome 2, elle est à la recherche de son passé, puisque dès le départ dans le tome 1, on le sait assez rapidement, il s'est passé quelque chose avant le tome 1 qui a fait qu'ils l'ont reprogrammé, et lui il ne comprend pas pourquoi il s'est passé ça donc avant le tome 1, et c'est pour ça en fait, c'est ce qui a amené cette unité de sécurité, si vous voulez, à s'affranchir d'une partie de son programme pour que ce genre de choses n'arrive plus. Mais lui veut comprendre pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, pour savoir. Il a besoin de savoir, donc voilà, il est à la recherche de ce passé-là, parce qu'évidemment, une partie de ses souvenirs ont été effacés quand il a été reprogrammé, donc forcément, il retourne, si vous voulez, à la source du problème. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Encore une fois, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré ce second tome. Ça se bouffe. Alors, c'est écrit tout petit, hein, par contre. Hein. C'est écrit tout petit. Les marges sont pas très larges. Ça fait plus de 100 pages, donc c'est pas des nouvelles. Je dirais que c'est des tout petits romans. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Alors, il y a un côté très technique dedans, puisque on va parler quand même pas mal de programmes, de machines, d'OS. Voilà, on va parler de plein de choses assez techniques, assez... informatique, tout ce qui est informatique, électronique, voilà, il y a toutes ces choses-là un peu techniques
qui peuvent un peu bloquer parfois. Moi personnellement, il suffisait juste que je me concentre un peu plus et que je lise plus doucement pour vraiment comprendre, mais sinon ça passe tout seul. En plus, le personnage va encore évoluer dans ce tome 2. C'est un personnage qui a un côté très cynique, qui a un côté pourtant très humain, qui a un côté, sans s'en rendre compte, il est très drôle. Voilà, il a un côté vraiment drôle. Il y a beaucoup d'humour hein, dans cette saga. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Donc là, en plus, on va découvrir un second personnage qui est un cargo, un cargo de transport, qui à la base transporte tout ce qui est machines scientifiques, les scientifiques et tout ça. Donc c'est un gros cargo. Et il va vraiment beaucoup communiquer avec ce cargo, et autant vous dire que le pauvre, il emmène pas trop large avec le cargo. Bref, j'ai adoré ce second tome, le troisième tome était trop bien, il faudra que je vous en parle aussi. Le quatrième tome sera lu très prochainement parce que, voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Et je termine par la déception. Voilà, il s'agit du premier tome de The Generation, donc Alive de Scott Sigler, publié chez Lumen. Alors ici on est dans de la SF également, on va suivre tout un groupe de jeunes qui ont à peu près entre 17 et 20 ans, qui un jour se réveillent dans des sarcophages, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas leur nom, ils ne savent pas ce qu'ils font là, ils ne savent pas le pourquoi du comment. La seule chose qu'ils savent, c'est que tous, normalement, fêtent leurs 12 ans, là, ce jour-là. Sauf qu'en fait, ils ont l'air beaucoup plus âgés. Et à partir de là, ce groupe va essayer de trouver la sortie, parce que voilà, ils sont enfermés dans un truc, ils savent pas où ils sont, donc ils vont essayer de trouver la sortie, sauf que, évidemment, rien n'est vraiment simple, et tout va partir en cacahuète assez rapidement. Alors, dans l'ensemble, j'ai trouvé l'univers vraiment bien foutu. Il y a beaucoup de suspense, même si j'ai trouvé que la première partie était assez longue. Par la suite, ça prend en vitesse, ça prend en ampleur, on n'a plus le temps de s'ennuyer. Il y a beaucoup de rebondissements. On apprend quand même pas mal de choses sur la fin. On a quand même beaucoup de révélations sur la fin, que j'ai trouvé ça vraiment cool. Vraiment tout ce qui concerne l'univers et tout ce qui concerne l'intrigue, j'ai beaucoup aimé. Là où ça pêche pour moi, ce sont les personnages. Je n'ai pas du tout aimé les personnages. Peu importe que ce soit des personnages principaux ou secondaires, je n'ai pas du tout réussi à m'attacher aux personnages. Et malheureusement, moi, quand je ne m'attache pas aux personnages, j'ai beaucoup de mal avec le texte. Voilà, du coup, j'ai pas apprécié à cause de ça. Voilà, j'ai vraiment pas apprécié à cause des personnages auxquels je n'arrivais pas à m'attacher, notamment au personnage principal qui s'appelle M, qui est une jeune femme tête à claque. Voilà, et je l'ai trouvée extrêmement tête à claque. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, voilà, elle a un caractère qui ne me plaît pas. Elle veut être la chef, puis finalement elle non, et puis voilà, elle dit qu'elle veut pas être la chef, pourquoi on lui demande à elle, pourquoi c'est toujours elle qui doit prendre les décisions, et quand quelqu'un essaie de prendre les décisions à sa place, tout d'un coup elle est pas contente parce que c'est elle la chef. Voilà, soit t'es la chef, soit t'es pas la chef, mais arrête de faire chier tout le monde. Voilà, ça j'ai vraiment pas apprécié. Et dans l'ensemble, même les personnages secondaires, je les ai pas vraiment aimés. Voilà, ils m'ont laissé froide, c'est ça. Ils m'ont laissé froide. Autant j'ai pas aimé M, autant les autres m'ont laissé froide. Voilà. En plus, il y a une espèce de triangle amoureux qui se met en place, plus ou moins en place, et ça m'a saoulée. Mais ça m'a saoulée. Voilà, je déteste les triangles amoureux, vous le savez, je n'aime pas du tout les triangles amoureux. Et là, il y a eu une espèce de mise en place de triangle amoureux. Déjà, je comprends pas qu'il y ait une espèce de triangle amoureux qui se mette en place, notamment parce que, en fait, les gamins, ils sont hyper en danger, hein, y en a qui meurent, donc ils ont pas le temps de tomber amoureux, quoi, je veux dire, ils ont pas le temps. Je sais pas comment ils arrivent à trouver le temps, voilà, à trouver l'énergie, à trouver dans leurs émotions le temps de tomber amoureux. Voilà, j'ai pas compris, parce que... Ouais. Puis en même temps, c'est parce que je déteste les triangles amoureux, hein, vous le savez. Hein. Le cœur vacille, mais bon, voilà, voilà, c'est vraiment les personnages qui, moi, m'ont pas plu. J'ai vraiment pas accroché avec les personnages. C'est dommage, parce que finalement, dans l'ensemble, c'était une bonne lecture, hein, mais moi, avec les personnages, voilà. Du coup, je pense que je dirai certainement la suite, mais ce sera pas ma priorité, et je pense que ce soit en occasion, soit en format électronique, parce que je ne vais pas la garder, cette saga. Voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!